La vapeur s'élevait de la petite casserole où je chauffais de l'eau. Tandis que je cherchais le pot de sucre, j'ai entendu les pas doux mais pressés de ma belle-fille, Lucie. Elle se levait rarement si tôt. Sa présence à cette heure était déjà en soi un signal d'alarme. C'est alors que je l'ai vue accroupie devant le réfrigérateur, jetant un coup d'œil vers la porte comme pour s'assurer que personne ne l'observait, puis glissant rapidement quelque chose de rectangulaire sous l'appareil électroménager. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, de ne pas bouger un muscle, mais mes yeux ont mémorisé chaque détail. Je suis resté immobile, la cuillère en bois suspendue au-dessus de ma tasse, comme si continuer à mélanger pouvait me permettre d'ignorer ce que j'avais vu. Mais je n'ai pas pu. Le geste de Lucie n'avait rien d'anodin, ni de naturel. Il était furtif, calculé, presque nerveux. Quand elle s'est relevée et a croisé mon regard, elle a esquissé ce sourire faux que j'avais tant de fois supporté. Je cherchais juste un couvercle qui était tombé hier, murmura-t-elle, en évitant de me regarder droit dans les yeux. Mais sa voix tremblait, et cela a suffi à éveiller en moi un pressentiment aussi froid que le carrelage sous mes pieds. 2 minutes plus tard, lorsqu'elle quitta la cuisine en disant qu'elle allait réveiller mes petits-enfants, mon cœur se mit à battre si fort que j'ai cru que Lucie pouvait l'entendre depuis le couloir. J'ai posé la tasse de côté. Je me suis agenouillé avec effort, car mes genoux ne sont plus ceux d'antan, et j'ai glissé la main sous le réfrigérateur. En touchant cet objet rigide, solide, enveloppé dans du papier épais, un frisson m'a parcouru et m'a coupé le souffle. Quelque chose en moi a su, à cet instant précis, que ce que j'étais sur le point de découvrir changerait ma vie pour toujours. Mais avant de continuer, je tiens à vous faire une invitation très spéciale. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. Cela m'aide à savoir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Et commentez ci-dessous depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, continuons. Ma main a tremblé quand j'ai enfin réussi à sortir l'objet. C'était une grande enveloppe scellée avec du ruban adhésif marron, de celle que l'on utilise pour les documents importants. Dans le coin supérieur droit, quelque chose était écrit à la main à l'encre noire, ce qui m'a glacé le sang. Rapport final associé CVCV. Mon nom, Antoine Velasquez. J'ai senti le sol vaciller sous mes pieds. Je n'ai pas voulu l'ouvrir là, sur le champ. Je me suis levé lentement, serrant l'enveloppe contre ma poitrine, comme si je craignais que quelqu'un ne me l'arrache. J'ai entendu des voix dans le couloir, mes petits-enfants qui riaient. Lucie leur disait de se dépêcher de prendre leur petit déjeuner. Je me suis réfugié dans ma chambre. J'ai fermé la porte et me suis assis au bord du lit. J'ai respiré profondément, essayant de calmer le tremblement de mes mains, mais c'était inutile. Quelque chose de très sombre se tramait au sein de ma propre maison. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon cœur s'est presque arrêté. La première chose que j'ai trouvée, c'était des photographies en noir et blanc. Moi, marchant seul dans la rue. Moi, assis dans le salon. Moi, parlant avec le voisin. Moi, en consultation médicale il y a 2 semaines, toute prise de loin, en cachette, avec une précision presque professionnelle. Puis, sous les photos, se trouvait un document de plusieurs pages. Mon dossier médical détaillé, très détaillé, trop détaillé. Il incluait même des résultats d'analyse que je n'avais jamais autorisé à partager avec quiconque d'autre que mon médecin. J'ai froncé les sourcils en lisant les annotations en marge, écrites d'une main que j'ai reconnue immédiatement, celle de Lucie. Des phrases éparses m'ont mis le cœur au ventre. Symptômes compatibles avec détérioration, confusion occasionnelle. Recommandations: évaluation psychiatrique, possible incapacité à prendre des décisions. Je me suis couvert la bouche de la main. Ce n'était pas un suivi médical, c'était une tentative de construire un profil, un dossier, un cas contre moi. Je suis resté paralysé. J'ai senti l'air me manquer. Lucie voulait me faire déclarer instable, incapable, un fardeau. Pendant des années, j'avais perçu le mépris dans son regard, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse aller aussi loin. Et le pire n'était pas cela, c'est qu'à la dernière page, dans la section des observations finales, il y avait une note qui m'a presque fait m'évanouir. Proposition d'envisager une curatelle temporaire en faveur de Velasquez. De Velasquez, mon fils Daniel.
J'ai ressenti un coup sec à l'âme. Les murs de ma chambre ont commencé à tourner lentement, et j'ai porté une main à mon cœur, croyant que cette fois, mon corps ne supporterait pas la trahison. J'ai pensé au jour où Daniel est né, à la façon dont je suis devenu veuf quand il avait à peine 13 ans, à comment j'ai travaillé jour et nuit pour l'élever. Et maintenant, il voulait me déclarer incapable, me prendre mes biens, ma maison, ma dignité. J'ai serré les dents. Je refusais de pleurer. La rage m'a donné suffisamment de force pour reprendre mon souffle. En poursuivant ma fouille de l'enveloppe, j'ai trouvé un second document, une demande incomplète adressée à un avocat de la famille, avec des instructions précises pour entamer une procédure d'incapacité mentale à mon encontre. Le tout était signé par Lucie et, le plus cruel, avec une date prévue pour la semaine prochaine. Soudain, j'ai entendu des pas qui approchaient. Je rangeai rapidement l'enveloppe dans mon armoire, au milieu de mes couvertures, juste avant que la porte ne s'ouvre. Lucie passa la tête avec son sourire hypocrite. « Antoine, tout va bien? Daniel veut te parler plus tard, » dit-elle en feignant l'amabilité. J'acquiesçai, avalant du poison en silence. Elle ne se doutait pas que je savais déjà tout. Quand elle partit, je restais à fixer l'armoire. Ma respiration était toujours accélérée. Les photographies, les rapports médicaux, la demande légale. Rien de tout cela n'était un accident. C'était un plan. Un plan qui remontait à loin. Un plan méticuleux, inhumain. Et s'il y avait une chose que la vie m'avait apprise en 64 ans, c'était que, quand quelqu'un veut vous détruire, il le fait petit à petit, en silence, jusqu'à ce qu'un jour vous n'ayez plus la force de vous défendre. Mais moi, je les avais encore. Je ne savais ni comment, ni avec qui, mais j'allais découvrir toute la vérité, et si nécessaire, j'allais aussi me défendre. Je dormis mal cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, les images des photographies revenaient encore et encore, comme si quelqu'un les plaçait devant moi pour m'obliger à les regarder. Je me voyais marcher, assis, parler, même entrer dans ma propre salle de bain. L'idée que quelqu'un m'observait à mon insu me produisit un mélange insupportable de honte et de rage. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était elle, Lucie, la femme qui avait épousé mon fils, la mère de mes petits-enfants, la personne à qui j'avais ouvert les portes de ma maison dans les jours les plus difficiles. Quand l'horloge sonna 6 heures du matin, je sus que je ne dormirais plus. Je m'habillai lentement, comme si chaque mouvement me rappelait mon âge. Mais en moi, il y avait quelque chose de jeune, d'éveillé, d'allumé, un pressentiment qui ne me laissait pas en paix. Je me dirigeai vers la cuisine et préparai du café, bien que mes mains tremblassent tellement que je renversai un peu d'eau sur la cuisinière. Le bruit des gouttes qui grésillaient me fit frissonner. Daniel entra peu après en bâillant, les cheveux en bataille. « Papa, pourquoi t'es-tu levé si tôt ?» demanda-t-il en me donnant un baiser distrait sur le front. Je l'observais avec un mélange d'amour et de douleur. Je le connaissais mieux que moi-même. Et pourtant, après avoir lu ce document, je n'étais plus certain de ce que je pouvais attendre de lui. « Je n'ai pas pu dormir, » répondis-je en évitant que ma voix ne trahisse la vérité. Daniel se servit du café et s'assit en face de moi. « Je voulais te parler, » dit-il d'un ton qui fit faire un bond à mon cœur. Immédiatement, je pensai à la demande légale que j'avais trouvée dans l'enveloppe. Serait-ce le moment? Voulait-il me dire qu'il avait pris une décision concernant ma vie? Voulait-il me convaincre de quelque chose? J'avalai ma salive. « Dis-moi, » murmurai-je. Mais avant de parler, il jeta un coup d'œil vers le couloir et baissa la voix. « Papa, t'es-tu senti confus dernièrement ?» Je sentis un coup de fouet dans la poitrine. « Confus? Pourquoi cette question ?» Il haussa les épaules. « Lucie m'a raconté qu'elle t'a vu chercher tes clés partout dans la maison et qu'elles étaient finalement dans ton sac. Elle a aussi dit que parfois tu restes à regarder dans le vide, comme si tu oubliais où tu es. » Mes mains se serrèrent en poing. Mon estomac se noua. C'était exactement ce que disait le rapport, mot pour mot, un scénario répété. « Daniel, » dis-je d'une voix brisée, « je ne suis pas confus. Et si jamais j'ai cherché quelque chose plus longtemps que d'habitude, c'est parce que nous le faisons tous. Ta femme exagère. » Il soupira comme s'il était fatigué. « Elle veut juste t'aider. Dernièrement, elle te trouve différent. » Le même mot qui apparaissait souligné dans le rapport médical.
Changements comportementaux. Un comportement différent est observé. Mon fils répétait le script de sa femme et il ne s'en rendait même pas compte. Daniel, répondis-je, tu crois que je perds la tête? Il ouvrit les yeux, surpris. Je n'ai pas dit ça, papa. Je suis juste inquiet. Inquiet ou convaincu? Demandai-je. Il resta silencieux. Le silence entre nous fut comme un mur que je ne sus comment franchir. Je respirai profondément. Il évita mon regard, et à cet instant, je sus que la fissure qui existait entre ma belle-fille et moi avait commencé à s'étendre vers mon fils comme un verre brisé qui continue de se fracturer lentement. Lucie entra dans la cuisine juste au moment où la tension était la plus dense. Bonjour, fredonna-t-elle, bien trop enjouée pour quelqu'un qui savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle me sourit comme si de rien n'était. Antoine, je t'ai préparé des vitamines hier soir. Elles sont dans le réfrigérateur. Je crois que ça te fera du bien. Mon corps réagit comme si elle m'avait offert du poison. Je n'ai pas besoin de vitamines, répondis-je froidement. Ses yeux brillèrent d'un éclat que moi seul semblais remarquer. Un mélange d'agacement et de triomphe. Daniel termina son café rapidement et partit au travail. Quand sa voiture s'éloigna, visible depuis la fenêtre, Lucie et moi restâmes seuls. Son sourire changea. « As-tu bien dormi, Antoine ?» demanda-t-elle en arrangeant ses cheveux. « Suffisamment ?» répondis-je. Elle s'approcha du comptoir et y posa les mains, se penchant légèrement vers moi. « Je suis contente. Je t'ai vu distrait dernièrement et j'ai pensé que peut-être... » « Je suis parfaitement bien, » l'interrompis-je. Elle cligna des yeux, penchant la tête. « Parfois le nier est un signe, » murmura-t-elle, comme si elle s'adressait à un patient, et non à moi, le père de son mari. J'ai dû prendre une profonde inspiration pour ne pas lui crier au visage. Je ne pouvais pas éveiller les soupçons, pas encore. Je devais garder mon calme. Je devais penser clairement si je voulais survivre au plan qu'elle était en train de concocter. Quand elle sortit de la cuisine, j'en profitai pour fouiller les tiroirs, à la recherche d'indices de documents cachés, mais tout était à sa place. Si elle avait un plan complet, Lucie le gardait bien secret. Moi, en revanche, je n'avais qu'une enveloppe dissimulée dans l'armoire. Et une question qui me tourmentait: depuis quand m'observait-il? Plus tard, dans l'après-midi, je suis allé me promener au parc, comme à mon habitude, essayant de me changer les idées. Mais à peine avais-je traversé la rue que je vis une femme s'arrêter brusquement et faire semblant de regarder son téléphone. Je ne la reconnus pas, mais sa façon de me jeter des coups d'œil du coin de l'œil me parut familière. Une photographe ou une surveillante, comme celle qui avait pris les photos que j'avais trouvées. L'idée me glaça le sang. J'accélérai le pas, feignant de l'ignorer, bien que tout mon corps fût tendu. Quand je regardais derrière moi, elle n'était plus là. Ce soir-là, tandis que nous dînions tous ensemble, je remarquai comment Lucie observait chacun de mes mouvements, comment je coupais ma nourriture, comment je portais mon verre à ma bouche, même comment je m'asseyais. Daniel semblait distrait, mais pas elle. Elle évaluait, analysait, enregistrait. Quand les enfants furent se coucher, Lucie s'approcha de moi avec une douceur que je trouvais offensante. « Antoine, demain, j'ai une démarche à faire en ville, » dit-elle. « Si tu veux, je peux passer à ta pharmacie et parler au médecin de tes médicaments. » Je faillis m'étrangler avec l'eau. « Je n'ai pas besoin que tu parles à qui que ce soit pour moi, » répondis-je. Elle sourit. « Eh bien, si tu le dis, » murmura-t-elle, mais sa voix avait une teinte venimeuse. Lorsque je m'enfermai enfin dans ma chambre, je sentis que l'air me manquait. L'enveloppe était cachée là où je l'avais laissée, mais maintenant, je la regardais avec d'autres yeux. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une horloge. Une horloge qui avançait vers une date précise, une date déjà inscrite dans un document légal. Et je devais décider. Allais-je rester à attendre que ma propre famille me déclare incapable, ou allais-je me battre, même seul, contre ceux qui voulaient me détruire? Cette nuit-là, je pris ma décision. Je ne serai pas leur victime, je serai leur ombre, je serai leur mémoire, je serai leur tempête. Le lendemain matin, je me réveillai avec la sensation que quelque chose dans la maison avait changé. Ce n'était pas un son précis, ni un mouvement étrange, mais une atmosphère dense, presque poisseuse, comme si les murs gardaient un secret que je n'avais pas encore entendu. Je restai assis dans mon lit quelques minutes,
essayant de calmer cette sensation de menace constante qui s'installait en moi depuis des jours. Je respirais profondément, comptais jusqu'à 10 et m'obligeais à poser les pieds sur le sol. Je ne pouvais pas laisser la peur me consumer. Si je voulais affronter ce qui arrivait, je devais garder l'esprit clair. Lucie était déjà réveillée. Je l'entendis parler au téléphone dans la cuisine, avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait convaincre quelqu'un. Je m'approchai de la porte entr'ouverte et restai très immobile, écoutant sans respirer. « Oui, oui, docteur, je comprends », disait-elle. « Oui, le plus tôt possible. Je veux m'assurer que tout est prêt. Je ne veux pas de contretemps. » Il y eut une pause. « Bien sûr, personne ne doit le savoir pour l'instant. Surtout Daniel. Lui, enfin, vous savez comment il est. » Mon cœur fit un bond. « Oui, oui, docteur. Il ne se doute de rien. » Un petit rire. « Non, pas du tout. Il se comporte différemment depuis un moment. » Une autre pause. « Parfait. Alors, on se voit mardi. Oui, j'apporterai tous les documents. Merci. » Elle raccrocha. Je m'éloignai de la porte, le pouls accéléré. Aucun doute n'était permis. Elle parlait de moi et elle parlait à un docteur, probablement le même qui signait certains de mes rapports dans cette enveloppe, un médecin dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Je me dirigeais vers la salle de bain, me mouillais le visage à l'eau froide et me regardais dans le miroir. J'étais là, un homme de 64 ans, aux cheveux grisonnants, les cernes marquées, mais le regard éveillé. Je n'étais pas un homme fragile, ni fou, ni incapable. J'étais un homme fatigué d'être sous-estimé, un homme qui avait travaillé, élevé, souffert et survécu. « Tu ne me détruiras pas, Lucie, » murmurai-je, résolu. Dès que la maison fut silencieuse, Daniel était parti tôt et les enfants dormaient encore. Je me rendis dans ma chambre et sortis l'enveloppe cachée. Je l'étalai sur le lit et examinai feuille par feuille avec une attention que je n'avais jamais eue. Je me demandais comment Lucie avait pu obtenir tous ces documents. Il y avait des analyses récentes, des ordonnances dupliquées, des rapports signés par des médecins qui n'étaient pas les miens. Je découvris même une évaluation psychiatrique complètement inventée. Elle décrivait des épisodes de confusion, de désorientation, de paranoïa, des traits que je n'avais jamais eus. Je réalisais alors que Lucie ne voulait pas seulement me faire déclarer incapable. Elle voulait construire une version alternative de moi, une version malade, vulnérable, hors de moi, un homme qui ne pourrait pas se défendre, un homme qui accepterait d'être contrôlé, un homme qui ne pourrait pas remettre en question ce qu'elle déciderait. Mes mains tremblaient, mais de rage, pas de peur. En milieu de matinée, Lucie annonça qu'elle sortirait faire quelques courses. Sa voix sonnait trop désinvolte, et cela suffit à éveiller mes soupçons. J'attendis d'entendre le moteur de sa voiture s'éloigner et, sans perdre un instant, je me dirigeai vers sa chambre. J'avais vécu trop d'années dans cette maison pour ne pas savoir où elle rangeait ses affaires importantes. J'ouvris sa commode. Premier tiroir. Maquillage, parfum, crème coûteuse. Deuxième tiroir. Documents bancaires, lettres, factures. Troisième tiroir. Des enveloppes. Beaucoup d'enveloppes, certaines avec mon nom inscrit dans le coin inférieur. Ma gorge se serra. J'en sortis la première. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de mes documents personnels, ma carte d'identité, ma carte de sécurité sociale et même l'acte de propriété de la maison que j'avais hérité de mon père. Que faisait-elle avec tout ça? La deuxième enveloppe contenait une liste manuscrite à 3 colonnes. Comportement préoccupant, témoin potentiel, stratégie de justification. Dans la première colonne, il y avait des phrases comme « il oublie les dates »,« il confond les noms »,« il parle seul »,« il répète les histoires », mais ce qui me blessa le plus fut de voir la troisième colonne. Il y était inscrit « enregistrer des épisodes en vidéo »,« prendre des photos quand il est distrait »,« consulter les voisins pour renforcer le dossier », noter chaque bizarrerie. Je portais la main à ma bouche, tout était planifié avec une froideur qui me retourna l'estomac. Elle voulait me détruire, mais je cessais de me sentir une victime. Ce que je ressentis fut de la fureur. Quand j'eus tout rangé exactement comme c'était, je ne pouvais laisser aucune trace. J'entendis un son qui me glaça le sang. Une clé dans la porte d'entrée. Lucie était revenue plus tôt que prévu.
Je courus à ma chambre, respirant avec difficulté, et m'assis sur le lit en faisant semblant de plier du linge. Elle apparut à la porte, le visage neutre. J'ai acheté ce qui manquait, dit-elle. Je levai les yeux, souriant juste assez pour ne pas éveiller de soupçons. Tant mieux, répondis-je. Mais tandis qu'elle parlait de choses triviales, mes yeux se posèrent sur quelque chose. Un petit carnet qui dépassait de son sac. Il était noir, à couverture rigide et maintenu par un élastique rouge. Et là, juste sur le bord, dépassait une feuille pliée avec mon nom écrit à la main. Une douleur me transperça la poitrine. C'était ça, le registre, sa liste, son journal secret, son carnet de bord de la destruction. Cet après-midi-là, alors qu'elle était occupée à passer des appels vidéo dans sa chambre, je m'approchai silencieusement de la porte entr'ouverte. Oui, docteur. Elle insiste sur le fait qu'il va bien, mais l'évaluation était nécessaire. Une pause. Non, je ne crois pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Une autre pause. Oui, j'ai tout préparé pour mardi. Ma respiration s'arrêta un instant. Mardi, dans 3 jours. Lucie allait se présenter devant un médecin probablement complice avec des documents falsifiés, des photographies manipulées et un journal rempli de mensonges. Et une fois ce rapport signé, je serais perdu. Quand elle eut terminé l'appel, je savais déjà ce que je devais faire. Je ne pouvais pas l'affronter de front. Je ne pouvais pas lui dire ce que je savais. Ce serait un suicide. Je devais être plus rusé qu'elle. Je devais agir en silence. Je devais trouver des preuves qui démantèleraient son plan avant mardi. Et même si cela m'effrayait de l'admettre, je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Quelqu'un devait m'aider, quelqu'un en qui je pouvais encore avoir confiance, quelqu'un qui connaissait la loi. Et ce quelqu'un était un homme que je n'avais pas vu depuis des années, mais qui avait toujours été prêt à m'aider. Un vieil ami et avocat. Le dimanche après-midi, après plusieurs heures de silence tendu et de regards évités, je décidai que je ne pouvais plus repousser l'inévitable. Je devais parler à Daniel. Je ne pouvais pas permettre que Lucie le manipule au point de détruire la relation que j'avais tant eu de mal à construire avec lui. Et même si mon cœur était noué, je savais que je devais le faire avec calme, avec intelligence et avec la douleur accumulée de toute une vie. Daniel était dans le jardin, vérifiant des outils qu'il promettait de réparer depuis des semaines. Je l'observais un instant depuis la fenêtre. Le soleil éclairait son visage et, un instant, je pus revoir l'enfant qui courait vers moi les bras ouverts. Mais cet enfant n'existait plus. Devant moi se tenait un homme confus, pris au piège entre la manipulation de sa femme et l'affection pour son père. Un homme qui, sans s'en rendre compte, s'éloignait de moi. Je sortis dans le jardin et refermai la porte doucement. Puis-je te parler demandai-je. Daniel leva les yeux. Il semblait fatigué. Bien sûr, papa. Dis-moi. Je m'approchai lentement, mesurant chaque mot avant de le prononcer. Daniel, tu crois que je ne vais pas bien? Il cligna des yeux plusieurs fois, surpris par ma question directe. Papa, ce n'est pas ça. C'est juste que, dernièrement, je te vois distrait, et Lucie s'inquiète. Et toi? L'interrompis-je. Es-tu inquiet? Il baissa les yeux. Oui, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je pris une profonde inspiration. Et depuis quand penses-tu qu'il m'arrive quelque chose? Daniel haussa les épaules, mal à l'aise. Depuis quelques mois, Lucie m'a dit qu'elle avait remarqué des choses étranges, comme quand tu as failli oublier ton rendez-vous chez le médecin. C'est moi qui t'ai rappelé ce rendez-vous, le corrigeai-je d'un ton qui le fit taire. Bon, oui, mais papa, il y a aussi l'examen que tu as confondu, celui que tu as perdu et que j'ai dû réimprimer, précisai-je. Daniel serra les lèvres. Je vis le conflit dans ses yeux. Il n'était pas mauvais, ni cruel, mais il était pris au piège dans le filet d'une femme experte en manipulation émotionnelle. Je m'approchai un peu plus. Mon fils, regarde-moi, lui demandai-je. Il leva les yeux. Peux-tu me dire honnêtement si tu as vu le moindre signe que je perds la mémoire, que je me comporte étrangement, que je ne sais pas qui je suis ou ce que je fais? Daniel resta silencieux, un silence qui pesait comme une pierre. Finalement, il secoua la tête. Non, papa, non, je n'ai rien vu de tout ça. Alors, pourquoi le crois-tu? Parce que Lucie l'a remarqué, murmura-t-il. Voilà.
La fissure qui s'était ouverte dans le chapitre précédent se transformait à présent en un abîme. Daniel, dis-je d'une voix tremblante mais ferme, te rends-tu compte de ce que tu dis? Te rends-tu compte que tu bases ta perception de ma santé sur ce qu'une autre personne te raconte? Pas sur ce que toi tu vois? Il fronça les sourcils, mal à l'aise. Lucie ne veut que le meilleur pour tout le monde. Tu n'as pas à mal penser. Et pourquoi elle? Elle peut mal penser de moi? Demandai-je en plongeant mes yeux dans les siens. Je le vis déglutir. Papa, dit-il, Lucie a trouvé des papiers. Des documents que tu dédocuments. L'interrompis-je, sentant une montée d'adrénaline. Quels documents? Des rapports médicaux, répondit-il en hésitant. D'après elle, ils montrent que tu pourrais avoir besoin d'aide. Mon cœur battit la chamade. Lucie avait parlé. Elle avait commencé à préparer le terrain et l'avait fait sans me consulter, sans même avoir la décence de me demander ce qu'il se passait. As-tu vu ces documents, Daniel? Il hésita de nouveau. Non, Lucie les a emmenés chez un médecin pour qu'il les examine. Je sentis un frisson. Quel médecin? Je ne sais pas. Et cela ne t'inquiète pas que ta femme consulte des médecins à mon sujet sans ma permission? Daniel baissa la tête comme un enfant réprimandé. Elle voulait juste aider. Là, je sus la vérité. Lucie avait réussi à semer le doute dont elle avait besoin. Un doute petit, mais puissant. Un doute capable de détruire des années d'amour. Je reculai d'un pas, peiné. Daniel, je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir ce jour. Il leva les yeux, alarmé. Quel jour? Le jour où mon propre fils douterait de ma raison, parce que sa femme le lui a dit. Papa, ce n'est pas ça? Non, demandai-je d'une voix brisée. Alors, dis-moi, si Lucie te disait que tu dois signer quelque chose pour me protéger, le ferais-tu? Daniel ouvrit la bouche pour répondre, mais ne dit rien parce qu'il le savait déjà, parce que c'était déjà fait, parce que Lucie lui en avait déjà parlé, parce qu'elle avait ses documents, ses signatures, ses excuses. Je me retournai. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer, mais il me prit par le bras. Papa, s'il te plaît, ne pense pas que je veux te faire du mal. Mais tu es en train de le faire, murmurai-je, même si tu ne le remarques pas, même si ce n'est pas ton intention. Il serra les lèvres, blessé. Lucie dit que parfois tu deviens agressif sans raison. Je ris avec incrédulité. Agressif? Si je n'ai pas élevé la voix dans cette maison, c'est uniquement pour appeler mes petits-enfants. Elle dit qu'elle te voit anxieux, car elle me surveille comme un faucon. Daniel passa la main dans ses cheveux, frustré. Papa, je ne sais pas quoi croire. Crois-moi, dis-je le cœur à vif. Je suis ton père. Il baissa le regard. Mais je suis aussi un mari, papa. Je dois écouter les deux côtés. Et quand ta femme et ton père ne disent pas la même chose, je dois analyser. Ce fut le pire. Non pas qu'ils me contredisent, mais qu'ils m'analysent comme si j'étais un cas, un problème, un fardeau. Je le regardais longuement. Cet enfant que j'avais aimé de toute mon âme n'était plus là. À sa place se tenait un homme confus, affaibli par la manipulation, incapable de voir le piège dans lequel il tombait. « J'ai besoin d'air », murmurai-je finalement. Je me dégageai de son bras et entrai dans la maison à pas lents, sentant que chacun d'eux m'éloignait un peu plus de lui. En fermant la porte de ma chambre, je m'appuyai sur le bois et laissai enfin couler les larmes que j'avais retenues pendant des jours. Je ne pleurais pas pour moi. Je pleurais pour lui, pour ce qu'il était en train de perdre, pour ce que le mensonge était en train de détruire, pour ce que ma belle-fille était en train de lui voler, la capacité de faire confiance. Et même si cela me faisait mal au plus profond de moi, je savais aussi quelque chose avec une clarté absolue. La trahison de Daniel était déjà consommée, et je devais me préparer, car ce qui allait suivre allait tout changer. Le lundi se leva sous un ciel gris, le genre qui semble annoncer les malheurs avant qu'ils ne surviennent. Je me levai avec une sensation d'inquiétude plantée dans l'estomac, comme si une main invisible le serrait de l'intérieur. Je savais que le mardi approchait, le jour où Lucie présenterait ses documents falsifiés au médecin qu'elle avait choisi pour me détruire. Le jour où elle tenterait de sceller mon destin sans que je puisse me défendre. Je devais agir. Je devais bouger vite, mais sans qu'elle ne le remarque. Tandis que je préparais le petit déjeuner pour mes petits-enfants,
J'entendis Lucie parler au téléphone dans le salon. Elle n'essayait même pas de dissimuler. Sa voix sonnait sûre, arrogante, comme si elle avait déjà le contrôle absolu de la situation. « Oui, docteur. Demain à 10 heures, tout sera prêt. » Pause. Oui, même l'évaluation préliminaire. Ce fut un défi de l'obtenir sans éveiller les soupçons, mais j'y suis parvenu. Je sentis un frisson. « Il faut juste que le rapport soit clair, » continua-t-elle. « Nous ne voulons pas de complications. Daniel signera l'autorisation. » Mon cœur se serra. Daniel signerait mon propre fils, mon enfant. Je serrai la cuillère entre mes doigts avec tant de force que je faillis la plier. Je m'obligeais à respirer profondément pour ne pas jeter la casserole contre le mur. Je ne pouvais pas perdre le contrôle. Je ne pouvais pas leur donner ce qu'ils cherchaient tant, une réaction excessive qu'ils pourraient utiliser contre moi. Je devais être froid, calculateur, encore plus que Lucie. Quand Daniel descendit, il me salua d'un baiser distrait. « Papa, je rentrerai tard aujourd'hui, » dit-il. « J'ai une réunion importante. » J'acquiesçais sans le regarder. S'il pensait pouvoir continuer à ignorer ce qui se passait autour de lui, eh bien, je m'assurerais qu'il ouvre les yeux, même s'il était trop tard. Lucie décida de l'accompagner jusqu'à la voiture. Je savais que c'était une excuse. Elle voulait lui parler seul à seul. Elle voulait finir de le manipuler. Je m'approchai de la fenêtre. Ils étaient là, à quelques mètres de la maison, conversant à voix basse. Daniel secoua la tête comme s'il hésitait. Elle, en revanche, gardait une posture ferme, désignant de la main la maison, me désignant. C'était comme la voir me planter un poignard. Quand Daniel monta dans la voiture, elle lui toucha le bras avec une familiarité qui me souleva l'estomac. Elle sourit. Et lui... Il lui rendit son sourire. La porte se referma. Le moteur rugit. Ils partirent. Et ce fut dans le silence qui suivit que je compris tout. Ma famille n'était pas divisée. J'étais seul. Ou du moins, c'est ce qu'elle voulait. Je m'assis à table en observant mes mains. Elles avaient toujours été fortes. Ces mains qui avaient préparé le lit de mon mariage, celles qui avaient tenu Daniel quand il ne marchait pas encore, celles qui avaient nettoyé, cuisiné, travaillé et étreint pendant 64 ans. Ce n'étaient pas les mains d'un homme fragile, pas les mains d'un homme incapable, c'étaient les mains d'un homme qui pouvait encore se battre. Tandis que je débarrassais les assiettes, mon esprit fonctionnait comme un engrenage huilé. Lucie avait un plan. J'avais besoin du mien et je savais déjà quelle serait ma prochaine étape. Rendre visite à ce vieil ami qui avait été l'avocat de ma femme, celui qui m'avait toujours dit « Antoine, si un jour tu as besoin d'aide, cherche-moi, peu importe quand. » Je ne savais pas s'il était à la retraite, malade ou même encore en vie, mais c'était ma seule option. Je préparais mon sac en silence, jetant un coup d'œil dans le couloir pour m'assurer que mes petits-enfants continuaient de jouer. J'y glissais les documents falsifiés que j'avais trouvés, les rapports, les photos et la liste de Lucie. Je pris aussi un carnet où j'écrivis ce que j'avais découvert. Je ne pouvais pas faire confiance à ma mémoire, non pas qu'elle me faisait défaut, mais parce que je devais me protéger contre toute tentative de manipulation. Dès que Lucie revint, je feignis d'avoir mal à la tête. « Je vais prendre l'air, » lui dis-je. « J'ai besoin de marcher. » Elle inclina la tête, m'étudiant comme si j'étais son expérience personnelle. « Tu veux que je t'accompagne ?»« Non, merci, » répondis-je avec un sourire forcé. « Je préfère y aller seul. » Son expression me le confirma. Elle n'aimait pas cette réponse. « Parfait. » Je pris mon manteau et sortis sans me retourner. L'air frais me frappa le visage comme un rappel que j'étais encore en vie. Je marchai jusqu'à l'arrêt de bus à pas rapide. Je ne pouvais pas risquer que Lucie me suive. Chaque ombre derrière moi me faisait tourner la tête. J'avais la sensation constante d'être observé. Peut-être était-ce de la paranoïa, peut-être était-ce vrai. Après tout, elle avait engagé des gens pour me photographier. Rien ne la dépassait. Après un long voyage, j'arrivai dans le quartier où vivait mon vieil ami, Ernest. Je sonnai à la porte avec l'espoir qui me transperçait la poitrine. « Oui, » répondit une voix depuis l'interphone. « Ernest, c'est moi, Antoine Velasquez. » Il y eut un long silence. « Antoine, entre. » Quand il ouvrit la porte, je le trouvai plus vieux, plus courbé, mais avec les mêmes yeux bienveillants. « Mon Dieu, Antoine, que t'arrive-t-il »
Tu as le visage défait. J'ai besoin de ton aide, murmurai-je. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je lui racontai tout, chaque détail, chaque document, chaque mensonge. Il écouta en silence, fronçant les sourcils de plus en plus. Quand j'eus fini, il posa ses mains sur les miennes. « Antoine, c'est grave, très grave. Je sais. Ils essaient de te faire déclarer incapable pour s'emparer de tes biens. Oui. As-tu confronté Daniel ? Je ne peux pas, il ne me fait plus confiance. » Ernest soupira profondément. « Je vais vous aider, mais nous devons agir sans tarder. Demain, c'est mardi, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé. Il a ouvert une vieille chemise et en a sorti une feuille vierge. « J'ai besoin que vous me racontiez exactement ce que vous avez vu, mot pour mot, et nous allons préparer un document qui arrêtera ce processus avant même qu'il ne commence. » Je l'ai regardé dans les yeux, sentant un frisson de soulagement me parcourir. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais plus seul. Ernesto a pris des notes pendant que je parlais. Quand j'eus terminé, il prononça les mots que j'attendais le moins. « Carmen, votre belle-fille ne ment pas seulement, elle commet un délit et nous allons le prouver. » Je restais immobile. Un délit. Oui, falsification, fraude et manipulation dolosive. Et si nous parvenons à le prouver, ce n'est pas vous qui aurez des ennuis. Une étincelle de force s'alluma en moi. Ce n'était qu'une étincelle, mais elle suffit à me tirer de l'ombre où j'étais piégé. Cette étincelle serait le début de ma vengeance. Je suis rentré de chez Ernesto avec un étrange mélange de peur et de détermination. C'était comme marcher avec une bombe dans la poitrine. À tout moment, le monde pouvait exploser. Mais en même temps, je sentais une force nouvelle monter en moi. Une force qui ne venait pas de la rage, bien que j'en ai eu assez pour incendier la ville entière, mais de la clarté. Je comprenais enfin que ce n'était ni un malentendu, ni un commentaire maladroit de Lucia. C'était une guerre silencieuse, et je n'avais aucune intention de la perdre. Quand je suis entré dans la maison, Lucia était dans le salon, pliant les vêtements des enfants. Elle m'a regardé comme si elle essayait de lire toutes mes émotions d'un seul coup d'œil. « Tu te sens mieux ?» a-t-elle demandé d'un ton mielleux. « Beaucoup mieux. » Ai-je menti en accrochant mon manteau. « L'air frais m'a fait du bien. » Elle a pincé les lèvres, comme si elle n'arrivait pas tout à fait à me croire. Je l'ai observée quelques secondes. Elle était parfaite pour incarner la belle-fille exemplaire, ordonnée, élégante, attentive. Mais derrière tout cela se cachait un mécanisme froid, précis, sombre. Une personne qui n'avait aucun scrupule à détruire quiconque se mettrait entre elle et ce qu'elle désirait. Et ce qu'elle désirait, c'était ma maison, mon argent, mon silence. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. L'enveloppe contenant tous les documents était là, cachée entre les couvertures. Je l'ai sortie lentement, comme s'il s'agissait d'un animal endormi qui pouvait se réveiller au moindre mouvement. Je me suis assise sur le lit et j'ai étalé les feuilles. Il y avait des mots qui continuaient à me transpercer comme des aiguilles. Incapacité, comportement erratique, évaluation psychiatrique. Chaque ligne avait une intention claire. M'effacer de ma propre vie. Mais il y avait autre chose, quelque chose de bien plus dangereux, et que personne ne savait jusqu'à présent. L'argent. L'argent que j'avais hérité dans des circonstances que je n'avais jamais racontées. Des années auparavant, à la mort de mon mari, j'avais reçu une indemnisation significative de l'entreprise où il avait travaillé pendant des décennies. Mais il y avait eu un autre revenu, un qui ne figurait sur aucun document officiel. Mon beau-frère, le frère de mon mari, m'avait remis une somme qui provenait de la vente d'une propriété familiale, sans que j'aie eu besoin d'apparaître comme héritière. Il m'avait demandé de garder le secret pour éviter des disputes. J'avais accepté. J'avais gardé cet argent avec l'intention de l'utiliser plus tard pour ma vieillesse, pour mes petits-enfants ou pour une urgence. Jamais je n'aurais pensé que ce secret finirait par devenir la raison pour laquelle il voulait me détruire. Un après-midi, il y a quelques mois, Daniel m'avait demandé négligemment « Maman, combien te reste-t-il de l'héritage de papa ?» J'avais répondu très peu. Il n'avait pas insisté, mais Lucia était présente et j'avais vu dans ses yeux quelque chose qui m'avait inquiété, une étincelle, une curiosité qui n'avait rien d'innocent. Peut-être pensait-elle que je mentais, peut-être avait-elle trouvé de vieux documents.
Peut-être qu'une banque avait commis une erreur et envoyé quelque chose ici. Je ne savais pas. Mais j'étais sûr que cet argent faisait partie du motif pour lequel Lucia voulait me rendre incapable. J'ai décidé d'appeler Ernesto pour lui raconter ce détail. Ernesto, il y a autre chose, lui ai-je dit en verrouillant la porte pour que personne n'entende. Ils ne veulent pas seulement la maison, il y a aussi une réserve, de l'argent que je n'ai jamais déclaré. Il y eut un long silence de l'autre côté. Carmen, ça complique les choses. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Parce que si Lucia est au courant de cet argent, nous pourrions parler d'une puissante motivation économique, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Que dois-je faire ? La première chose, a-t-il répondu, c'est de transférer cet argent sur un compte sécurisé qui n'est pas directement à votre nom. Deuxièmement, j'ai besoin que vous obteniez des preuves du comportement de Lucia. Et la troisième chose ? Ne montrez aucune faiblesse, aucune faille. S'ils perçoivent que vous avez peur, ils accéléreront le processus. J'ai dégluti. La faiblesse était la seule chose que j'avais ressentie ces dernières semaines. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise au bord du lit, respirant lentement. Si je voulais survivre à cela, je devais affronter le passé que j'avais si longtemps tu. Je devais me protéger. Je devais cesser d'être l'Antoine aimable que tout le monde connaissait et me transformer en l'Antoine que la douleur et l'injustice avaient réveillé. Ce soir-là, pendant le dîner, Lucie m'observait plus que de coutume. Chaque fois que je levais ma fourchette, son regard la suivait. Chaque fois que Daniel m'adressait la parole, elle écoutait comme si elle analysait mes réponses. « Tout va bien, Antoine ?» demanda-t-elle finalement. « Parfaitement », répondis-je avec un sourire si assuré qu'il la déconcerta. C'est alors qu'il se passa quelque chose qui confirma mes soupçons. Lucie sortit son téléphone et le posa sur la table, écran vers le bas. Cela n'aurait pas été étrange si je n'avais pas entendu un léger clic presque imperceptible juste avant qu'elle ne le dispose. Elle était en train d'enregistrer, de surveiller ou d'attendre de me prendre en flagrant délit de confusion. Je regardais le téléphone, puis elle. « Lucie, je crois que ton portable sonne ?» dis-je. Elle le vérifia rapidement, nerveuse. « Non, non, ce n'est rien », murmura-t-elle. Je souris intérieurement. Je la coinçai sans qu'elle s'en aperçoive. Quand la maison fut endormie, je sortis mon carnet et commençai à tout noter. Date, phrase, mouvement, appel. Si Lucie voulait monter un faux dossier sur mon instabilité, j'allais, moi, créer le vrai dossier sur sa cruauté. Pendant que j'écrivais, je sentais peser sur mes épaules un fardeau que j'avais porté pendant des années. Celui d'avoir toujours été celui qui se taisait, qui endurait, qui ne confrontait jamais. Mais ce n'était plus le moment d'être silencieux, c'était le moment d'être stratégique. Et à cet instant, je pris ma décision. Je parlerai à mes petits-enfants, non pas pour les impliquer, mais pour les observer. Parfois, les enfants disaient des choses sans filtre, et je pourrais découvrir si Lucie leur avait rempli la tête d'idées sur moi. Le lendemain matin, alors que je les conduisais à l'école, la petite Sophia me demanda « Papy, pourquoi maman dit-elle que tu oublies des choses ?» J'en eus le souffle coupé. Elle avait dit ça. L'enfant hocha la tête. « Oui, elle a dit que parfois tu te comportais bizarrement. » Je me mordis la lèvre. Lucie semait sa version des faits, même chez les plus innocents. « Mon amour, » lui dis-je d'une voix douce, « je vais bien. Ne crois pas tout ce que tu entends. » Elle me serra le cou sans trop comprendre, mais son geste me transperça le cœur. Lucie tentait de détruire ma réputation, même devant mes propres petits-enfants. Elle ignorait que ce geste de sa part serait celui qui finirait par allumer ma décision finale, car une chose était de s'en prendre à moi, et une toute autre était d'utiliser mes petits-enfants comme un outil. Ce même jour, après les avoir déposés à l'école, je me rendis à la banque. Il était temps de déplacer cet argent. Il était temps de me protéger. Il était temps de poser la première pierre de ma vengeance. En sortant de la banque ce matin-là, je sentis que pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer sans que l'air ne me brûle de l'intérieur. Je déplaçai l'argent vers un compte sécurisé en utilisant le nom d'une personne de confiance absolue, ma sœur décédée. Avant de mourir, elle m'avait laissé une autorisation générale pour gérer certains documents. Personne d'autre ne connaissait cette signature. Lucie ne retrouverait jamais cette trace. C'était ma première vraie manœuvre,
et aussi la première pièce qui empêchait mes ennemis de s'emparer de ma vie. Tandis que je marchais de retour vers l'arrêt de bus, je me surpris à observer chaque visage qui passait. On me surveillait. Il y avait quelqu'un d'autre qui suivait les ordres de Lucie. Je regardais derrière chaque poteau, chaque arbre, chaque voiture stationnée. C'était le niveau de paranoïa auquel elle avait réussi à me pousser, et pourtant, je ne pouvais pas permettre à la peur de m'arrêter. Non. De retour à la maison, Lucie préparait le déjeuner. Tu es en retard, commenta-t-elle sans lever les yeux. Où étais-tu? Je ne répondis pas immédiatement. Je l'observais couper les carottes avec une précision qui me rappela un chirurgien. J'ai marché un peu, répondis-je en haussant les épaules. Ça m'a fait du bien. Elle plissa les yeux. Ah, j'espère juste que tu ne t'es pas perdu en chemin. Je souris calmement. Me perdre? Je suis plus lucide que jamais. Lucie serra les lèvres. Je savais ce qu'elle pensait. Elle avait besoin de me voir affaibli, vulnérable, confus, mais ce qu'elle voyait était le contraire, et cela l'irritait. Je restai à l'observer quelques secondes de plus, comme on étudie un prédateur avant de décider où attaquer. Le mardi était à nos portes. Elle était pressée, j'avais une stratégie. Cet après-midi-là, quand Daniel rentra du travail, il était plus froid que jamais. Lucie m'a dit que tu étais sorti seul de nouveau, dit-il en entrant. Tu ne penses pas que tu devrais prévenir? Prévenir? Répondis-je en feignant la confusion. Toi? Il fronça les sourcils. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Je vais parfaitement bien, répliquai-je. Merci de t'inquiéter. Mais son ton me trahit. Cette distance, cette sollicitude excessive, cette façon de me parler comme si j'étais un enfant. Tout venait d'elle, de son venin. Pendant que nous dînions, je fis quelque chose que je planifiais depuis un moment. Je commençai à enregistrer discrètement avec le téléphone portable que j'avais caché dans la poche de ma robe de chambre. Je le laissai dépasser un peu, pointant vers la table. Chunk processing failed. Original text preserved. No necesitaba videos perfectos, solo grabar lo suficiente para capturar actitudes, comentarios, insinuaciones. Cada palabra de Lucía podía convertirse en una prueba. Carmen, dijo Lucía mientras cortaba su carne. Hoy noté que dejaste la puerta del patio abierta. Mentira, eso podría ser peligroso para los niños, añadió con su tono dulzón. La cerré yo misma, respondí sin levantar la voz. Sí, qué raro, porque yo la encontré abierta. Tal vez la abriste tú, dije suavemente. La miré y vi cómo su mandíbula tembló un instante. Sabía que yo estaba empezando a responder y eso la ponía nerviosa. Después de la cena, mientras ella bañaba a los niños, yo me encerré en mi cuarto y revisé la grabación. No era perfecta, pero capturaba su tono acusador, sus insinuaciones. Era un buen comienzo. Decidí llevar las cosas más lejos. Si ella quería pruebas falsas, yo reuniría pruebas verdaderas. Busqué una libreta que guardaba desde hacía años y comencé a escribir cada detalle. Fecha, hora, comportamiento sospechoso, conversación, actitud delante de los niños. La libreta se llenó rápido, pero necesitaba más. Esa noche, cuando todos dormían, bajé sigilosamente a la cocina. Sabía que Lucía era descuidada con ciertas cosas. Revisé el basurero y encontré lo que buscaba. Un recibo arrugado del consultorio del médico con el que se había estado comunicando. Lo alicé despacio. Allí estaba su nombre, su número de identificación médica y, lo más importante, una nota escrita por Lucía en la parte inferior del papel. Evaluación martes. Caso urgente. Lo guardé dentro de mi libreta. A la mañana siguiente seguí investigando. Cuando Lucía se duchó, aproveché su celular que dejó cargando en la sala. No lo tomé, no lo desbloqueé, eso sería ilegal, pero sí observé algo. Había mensajes archivados, llamadas eliminadas y un nombre repetido. Doctor A.F. Ese era mi adversario invisible. Mientras seguía anotando todo, escuché pasos pequeños detrás de mí. Me giré. Era mi nieto, Santiago, abuela. Susurró. ¿Por qué mamá dice que tú estás enferma? Mi corazón se detuvo. Me arrodillé a su altura. Esa palabra usó el niño. Asintió. Dijo que te estás olvidando de las cosas y que tenemos que cuidarte. Respiré hondo.
Lucía había cruzado un límite que no perdonaría jamás. Santi, mi amor, dije con ternura. Tu abuela está bien. Sí, no te preocupes. Él me abrazó sin comprender la magnitud de aquello. Pero yo sí. Ella estaba manipulando incluso a los más pequeños, pintando una imagen distorsionada de mí, moldeando sus percepciones. Cuando salí al jardín, necesité aire. En ese instante vi al vecino, el señor Osvaldo, regando sus plantas. Era un hombre amable, jubilado, siempre atento a lo que ocurría en la cuadra. «Buenos días, Carmen», saludó. «Buenos días, Osvaldo». Él se acercó un poco. «Tu nuera vino ayer a hablar conmigo». Mi corazón golpeó mi pecho. «¿Qué te dijo?» Osvaldo bajó la voz. Me preguntó si te había visto confundida últimamente, si habías dicho cosas sin sentido, si te habías comportado extraño. Sentí una oleada de calor. ¿Y qué respondiste? La verdad, respondió él, que te veo igual de lúcida que siempre, y que su pregunta me pareció rara. Casi se me salen las lágrimas. Gracias, Osvaldo. De verdad, él me puso una mano en el hombro. Si necesitas algo, solo dímelo. No me gusta cómo se mueve esa muchacha. Cerré los ojos. Allí estaba, mi primer aliado inesperado, y en ese momento lo supe. Lucía había tejido una red alrededor de mí, pero yo acababa de empezar a tejer la mía. El martes amaneció con un silencio extraño, casi espeso. No era el silencio habitual de la madrugada, sino uno cargado, como si la casa respirara conteniendo el aire antes de un terremoto. Yo me levanté más temprano de lo normal, no porque hubiera dormido bien, no había pegado un ojo, sino porque sabía que aquel día marcaría el inicio del enfrentamiento real. Lucía pensaba que tenía todo bajo control, que yo era una pieza pequeña en su juego, pero no sabía que en las sombras yo ya había colocado mis propias fichas. Cuando bajé a la cocina, la encontré allí, impecable como siempre, sentada con una taza de té que sostenía con las dos manos. Pero había algo distinto, su mirada. No había rastro de duda ni inquietud. Era la mirada de alguien que cree haber ganado antes de que el juego empiece. Hoy tengo que salir temprano, dijo sin saludarme siquiera. Tengo un trámite importante. Trámite importante. Yo sabía exactamente cuál. El informe, la evaluación, la sentencia que ella esperaba usar para declararme incapaz. ¿Necesitas cuide a los niños mientras tanto? Pregunté con un tono más dulce del que ella merecía. No, gracias. Hoy se quedan con mi madre. Eso me sorprendió. Nunca los dejaba con su madre. Era una mujer distante, fría, como una versión duplicada de Lucía, pero aún más arrogante. Lucía bebió un sorbo de té y luego, como quien arroja veneno con elegancia, dijo, «Creo que cuando vuelva hablaremos todos juntos». Mi estómago se tensó. Ella no hablaba de una simple conversación. End-failed chunk. Elle parlait d'une intervention, d'un moment où elle tenterait de me coincer et de me laisser sans aucune option. Bien sûr, ai-je répondu. Nous en discuterons. Elle fronça légèrement les sourcils. Elle ne s'attendait pas à me voir si calme. Daniel descendit quelques minutes plus tard. Bonjour, papa, dit-il sans vraiment lever le regard. Bonjour, ai-je répondu. Lucie s'approcha de lui murmura quelque chose à l'oreille et l'embrassa sur la joue. J'ai observé comment il la subissait, tel un enfant obéissant. Cette scène me déchira un peu plus l'âme, mais elle renforça aussi ma détermination. Quand ils furent partis, je restai seul dans la maison, seul, mais libre pour un instant d'agir sans leur surveillance. J'ai pris mon carnet, l'enveloppe contenant les preuves falsifiées et le reçu du médecin. Je me suis assis à table et j'ai tout repassé une fois de plus. Ernesto m'avait promis de préparer le document nécessaire pour freiner le processus, mais il me fallait une pièce supplémentaire, une preuve définitive que Lucie manipulait la situation. J'ai regardé ma montre. Il restait 2 heures avant qu'elle n'arrive au cabinet. C'était mon opportunité. J'ai pris un taxi et je suis arrivé dans le quartier où se trouvait la clinique. Je suis descendu quelques mètres avant pour ne pas éveiller les soupçons et j'ai marché lentement vers l'entrée. Le cabinet était dans un petit immeuble ancien avec une pancarte modeste indiquant « Docteur Alvaro Fernandez ».
évaluation clinique et psychiatrie. J'ai respiré profondément, puis je suis entré. La réceptionniste me regarda avec un sourire automatique. Bonjour, vous avez rendez-vous? Non, ai-je répondu. Je dois juste déposer une enveloppe pour le docteur. C'est important. Mon nom est Antoine Velasquez. La femme le nota, mais en le faisant, elle haussa légèrement les sourcils. Un instant, s'il vous plaît. Elle se leva et marcha vers la porte du cabinet. Elle frappa doucement et entra. J'entendis de brèves voix, puis un silence, puis des pas. Le docteur sortit, grand, mince, avec un sourire si froid qu'il n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Velasquez ?» demanda-t-il. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Je veux savoir pourquoi vous avez des documents me concernant sans mon autorisation. » Son sourire se figea. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, n'est-ce pas ?» dis-je en sortant le reçu que j'avais trouvé dans la poubelle. « Alors, expliquez-moi pourquoi votre nom apparaît ici, avec des notes écrites par ma belle-fille sur mon comportement. » Il déglutit, à peine perceptible, mais je l'ai vu. « Monsieur Velasquez, » tenta-t-il de dire. « Ma belle-fille viendra aujourd'hui avec des documents falsifiés, avec des photographies prises sans ma permission, avec des rapports que vous n'avez pas le droit de créer. » Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse répondre, j'ajoutai « Et si vous continuez, vous commettrez un délit avec elle. » L'homme resta complètement immobile. « Je ne veux pas d'ennui, docteur, » dit-il finalement. « Je ne suis pas médecin, » ai-je répondu. « Je suis un homme que votre belle-fille tente de détruire. » Il y eut un long silence. Puis il soupira. « Je n'ai encore rien signé, » admit-il. Elle a beaucoup insisté, mais cela m'a semblé étrange. Elle n'avait pas de preuves légitimes, juste des annotations personnelles. « Parfait, » ai-je répondu. « Après aujourd'hui, vous ne recevrez plus rien d'elle. » Il hocha la tête d'un geste ferme. « Ne vous inquiétez pas, je ne ferai aucun rapport. Si elle vient aujourd'hui, je la recevrai, mais je n'approuverai rien. » Je le regardai dans les yeux. « C'est suffisant. » J'ai pris mon sac et je suis sorti. Quand je suis rentré à la maison, Lucie était déjà là. Son expression n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Elle était pâle, inquiète, son téléphone portable à la main. Daniel était à ses côtés, confus. « Où étais-tu » demanda-t-elle, avec une pointe d'agressivité dans la voix. « Je me promenais, » ai-je répondu. « Le docteur nous a appelés, » dit Daniel, tendu. Il a tout annulé. Il a dit qu'il y avait des incohérences. Je m'approchai lentement. Lucie recula un peu. Ce fut la première fois que je la vis trembler. « Incohérence » ai-je répété doucement. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» Elle serra les dents. « Qu'as-tu fait ?» « Rien qui ne fût nécessaire, » ai-je demandé calmement. « Tu es allé lui parler ?»« Je suis allé me défendre, » ai-je répondu, « quelque chose que tu n'as jamais anticipé. » Daniel nous regardait tous les deux, confus, perdus, pris entre la femme qu'il aimait et le père qui l'avait élevé. « Lucie, que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je l'ai devancée. « Daniel, ta femme a tenté de me faire déclarer incapable avec des documents falsifiés. » L'explosion commença là, à 7 secondes, avec cette phrase, et ce qui vint ensuite fut le début de la fin. Daniel resta paralysé, comme si j'avais prononcé un mot interdit. Son regard sauta de moi à Lucie et de Lucie à moi, cherchant un mensonge sur l'un des deux visages. Mais cette fois, je ne tremblais pas. Je n'étais pas le père fragile qu'il croyait voir. J'étais un homme qui avait finalement franchi une limite. « Des documents falsifiés ?» répéta Daniel d'un ton presque enfantin, comme s'il tentait de comprendre une langue nouvelle. « Oui, » ai-je répondu avec calme. « Ta femme a compilé des rapports médicaux inexistants, créé un faux registre de mes comportements et voulu convaincre un psychiatre de me déclarer incapable. » Lucie explosa. « C'est un mensonge, papa est confus. »« Confus » ai-je répété en la regardant directement. « Le mot que tu préfères, celui que tu utilises pour justifier tes accusations. » Elle serra les poings. Daniel éleva la voix. « Lucie, est-ce vrai ce que dit mon père ?»« Bien sûr que non, » répondit-elle vivement. « Cet homme invente tout. Le médecin lui-même a dit qu'il y avait des incohérences. »« Oui,
dis-je en faisant un pas en avant. Les incohérences que je lui avais moi-même montrées. Le visage de Lucie perdit toute couleur. Daniel le remarqua. « Lucie, dit-il d'une voix faible, qu'est-ce que tu as apporté à ce médecin ?» Elle resta silencieuse. Ce silence fut sa première défaite. Daniel porta les mains à sa tête. « Qu'as-tu fait ?» murmura-t-il sans force. Je sortis mon carnet, l'ouvris. « Ceci, dis-je en posant le carnet sur la table, est un registre de ce que tu as fait ces dernières semaines. Tes enregistrements, tes notes, tes reçus, tes listes. » Elle recula d'un pas. Daniel la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu m'as menti ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Tu as manipulé les informations médicales de mon père, Daniel. »« Je voulais seulement nous protéger, » répondit-elle rapidement. « Ton père décline. Il oublie des choses, se contredit, devient agressif. » Je frappai sèchement la table. « Agressif, Lucie ?» Je ne lève même pas la voix. Elle se tourna vers Daniel, désespérée. « Il le fait. Tu ne le vois pas. Il parle toujours seul, perd des choses. Il sort sans prévenir. »« Je sors parce que tu me surveilles, » l'interrompis-je. « Pourquoi parles-tu aux voisins dans mon dos? Pourquoi enregistres-tu mes mouvements comme si j'étais un danger ?» Daniel ferma les yeux. « Lucie, est-il vrai que tu as parlé aux voisins ?» Elle hésita. J'ai seulement demandé s'il l'avait vu agir étrangement. « Pourquoi ?»« Parce que je suis inquiète, Daniel. Parce que personne d'autre ne le remarque. » Je fis un pas vers elle. « Tu n'es pas inquiète. Tu es désespérée de prouver un mensonge. Parce que tu as besoin d'une excuse pour profiter de moi. » Lucie explosa alors. « Bien sûr que j'ai besoin d'une excuse. Tu caches de l'argent, Antoine. De l'argent qui devrait faire partie de la famille. De l'argent que mon mari ignore et que tu gères comme si c'était le tien seul. » Daniel la regarda comme si elle venait d'avouer un crime. « Tu as enquêté sur ses comptes. » Elle garda le silence. Ce silence fut sa deuxième défaite. Je respirai profondément. « Daniel, je ne t'ai jamais rien refusé. Cet argent existe. » « Oui, mais c'est ma sécurité. Ma vie ne t'appartient pas, et encore moins à elle. » Lucie fit un pas en avant, hors d'elle. « Tu gardes toujours tout. Tu fais toujours ce que tu veux. Tu es toujours la victime. »« Lucie, » dit Daniel d'une voix ferme. « Ça suffit. » Elle se tourna vers lui, surprise par ce ton. Daniel respira profondément. « Tu voulais faire déclarer mon père incapable pour avoir accès à sa maison, à son argent, à sa vie ? Bien sûr que non. Je voulais seulement nous protéger. »« Nous protéger de quoi ?» demanda-t-il. « De mon propre père. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Daniel recula d'un pas, comme s'il avait besoin de distance pour voir la scène dans son ensemble. « Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, » murmura Daniel. « Écoute. »« Non, » l'interrompit-il, d'un ton qu'il ne lui avait jamais entendu. « Tu m'as demandé de me méfier de mon père. Tu as insisté. Tu m'as poussé à croire des choses que je n'ai jamais vues. » Lucie commença à trembler. « Je voulais juste, Lucie, » dit Daniel avec une profonde douleur. « Tu as franchi une limite que je ne peux ignorer. » Elle le regarda avec désespoir. « Qu'est-ce que tu racontes ? Je dis que j'ai besoin de temps. Je ne veux pas que tu dormes ici cette nuit. » Lucie porta les mains à sa poitrine. « Tu me mets à la porte ? J'ai besoin de réfléchir. Et toi, tu as besoin de comprendre ce que tu as fait. Daniel, c'est ton père ou moi ?» Daniel baissa le regard. « Tu n'aurais jamais dû me mettre dans cette position. » Elle le regarda comme si le monde s'était brisé sous ses pieds, puis elle craqua. Elle s'effondra sur la chaise, pleurant non pas de remords, mais de défaite. Je l'observais en silence. Il n'y avait ni joie, ni triomphe, juste une justice simple et froide. Et tandis que Daniel marchait vers moi, les larmes aux yeux, je compris que la chute de Lucie n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Lucie passa la nuit dehors. La maison fut enveloppée d'un silence étrange, un silence que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Ce n'était pas douloureux, c'était libérateur. Pour la première fois, je pus m'asseoir dans mon salon sans me sentir observé, analysé ou jugé. Je me préparais un thé et restais à regarder par la fenêtre, n'écoutant que ma respiration. C'était comme récupérer une partie de moi qui avait été séquestrée. Daniel ne parla pas beaucoup.
Il marchait dans la maison comme un homme luttant contre deux mondes qui s'effondraient autour de lui. Parfois, il voulait s'approcher de moi, mais s'arrêtait comme s'il craignait que je ne le rejette. Et bien que mon cœur fût blessé, je savais que sa douleur ne venait pas de la méchanceté, mais de la confusion. À l'aube, on frappa à la porte. Quand je l'ouvris, Lucie était là, le visage creusé, échevelé, tremblante de rage contenue. «Daniel doit m'écouter», dit-elle d'une voix brisée. «Daniel t'écoutera», répondis-je. «Mais pas ici». Elle tenta d'entrer, mais je posai ma main sur le chambranle. «Lucie», dis-je doucement, «cette maison n'est pas une scène pour tes théâtres». Son visage se tordit dans un mélange de surprise et de fureur. «Tu n'as pas le droit de me chasser», lança-t-elle. «J'ai le droit de protéger ma maison», répondis-je, «et cela inclut de me protéger de toi». Daniel descendit les escaliers à ce moment-là. «Lucie, s'il te plaît, allons parler dehors», demanda-t-il. Elle le regarda avec désespoir, comme si elle espérait qu'il reculerait, mais il ne fit rien. Ils sortirent. Je n'entendis pas chaque mot, mais je vis des gestes, des larmes de sa part, et de la douleur de la sienne. Et bien que Daniel ne l'ait ni insulté ni humilié, il lui fit clairement comprendre qu'il ne pouvait pas continuer avec quelqu'un capable de tenter de détruire son propre père pour de l'argent. Quand il rentra, il avait les yeux rouges. «Papa, je suis tellement désolé», murmura-t-il. Je pris une profonde inspiration, le regardai longuement. «Le pardon n'est pas automatique, Daniel», répondis-je, «mais il n'est pas impossible non plus». Il hocha la tête, pleurant en silence. «Donne-moi du temps», lui dis-je. Le même après-midi, j'allai voir Ernesto. Je lui remis toutes les preuves que j'avais rassemblées. Il sourit avec fierté. «Antoine, c'est du solide. Elle ne pourra plus jamais te toucher. Je ne veux pas la détruire», répondis-je. «Je veux juste qu'elle apprenne». Il fronça les sourcils. «Et quelle sera ta dernière action?» «La même que celle qu'elle a tentée contre moi», dis-je. «Mais avec la vérité. Nous déposerons un rapport officiel dénonçant la manipulation et la tentative de fraude, rien qui l'enverra en prison, mais suffisamment pour laisser une trace légale qui l'empêchera de s'approcher à nouveau de mes affaires personnelles. Une marque silencieuse, permanente, indiscutable». Quelques jours plus tard, alors que je rangeais mes affaires dans une valise, Daniel entra, alarmé. «Tu pars?» «Oui», répondis-je doucement. «J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de respirer loin de cette douleur. Papa, ne me quitte pas», murmura-t-il. Je le pris dans mes bras. «Je ne te quitte pas, Daniel. Je t'apprends. Je t'apprends que la dignité ne se négocie pas». Et tandis que je fermais la porte derrière moi, je compris que ma vengeance était déjà accomplie. Lucie avait perdu le contrôle. Daniel avait retrouvé la vérité et j'avais retrouvé ma vie. Jamais je n'aurais imaginé qu'à 64 ans, je recommencerais à zéro. Quand on atteint un certain âge, on croit que la vie s'est stabilisée, que les secousses se font moins fréquentes, que le foyer est un lieu sûr. Mais j'ai appris, peut-être de la manière la plus dure, que même les maisons les plus paisibles peuvent cacher des tempêtes silencieuses. Et pourtant, j'ai aussi appris qu'un homme, même blessé, même fatigué, peut se relever des décombres avec une force qu'il ne soupçonnait pas. Après avoir quitté la maison, je m'installai pendant quelques semaines dans une petite pension près de la mer. Là, entre le bruit des vagues et le vent frappant les fenêtres, je pus m'écouter vraiment. Non pas ce que les autres disaient de moi, non pas ce qu'ils voulaient que je croie, mais ma propre voix. Cette voix qui était restée enfouie sous les peurs, les doutes et les manipulations. Au début, je me suis senti seul, je ne le nie pas. J'étais loin de mes petits-enfants, loin de mes routines, loin du bruit quotidien qui nous trompe tant, nous faisant croire que tout est en ordre. Mais avec le temps, la solitude devint mon allié. Elle m'obligea à me regarder sans filtre, à me demander pourquoi j'avais permis si longtemps à Lucie de décider comment je devais vivre, comment je devais bouger, comment je devais être. Un jour, alors que je marchais sur la plage, je compris quelque chose qui m'apporta la paix. Je n'avais pas été faible, j'avais été patient. Et la patience, quand elle se brise, se transforme en une force imparable. Daniel m'appela de nombreuses fois pendant cette période. Au début, c'était de la culpabilité,
puis de la nostalgie, puis un désir sincère de réparer ce qui était brisé. Je ne lui facilitais pas les choses, non pas que j'ai aimé le voir souffrir, mais parce qu'il avait lui aussi beaucoup à désapprendre. Il avait besoin de comprendre que l'amour ne se fonde pas sur une obéissance aveugle, mais sur une véritable vision de l'autre. Je n'étais pas l'homme fragile que Lucie décrivait. Je ne l'ai jamais été, et il avait besoin de le découvrir par lui-même. Au fil des semaines, nos conversations devinrent plus sincères, plus humaines. Il n'a jamais justifié ce que sa femme avait fait. Il n'a jamais cherché à minimiser ma douleur. Et cela, plus que n'importe quelle excuse élaborée, fut ce qui me permit de lui ouvrir de nouveau une fenêtre sur mon cœur. Lucie disparut de nos vies. Je ne sais si c'était par honte, par peur ou par simple orgueil blessé. Parfois, les fins n'ont pas besoin de bruit pour être définitives. Le silence suffit. Aujourd'hui, je continue de vivre près de la mer. Daniel me rend visite chaque semaine avec mes petits-enfants. Maintenant, ils me regardent avec des yeux clairs, sans idées empruntées, sans ombres inventées. Et quand ils m'embrassent, je sens que le monde se remet en place. Pas de la même manière qu'avant, mais parfois le nouveau peut aussi être beau. Et si cette histoire m'a laissé quelque chose, c'est une certitude. Quand un homme renaît, personne ne lui remet de chaîne. Avant de partir, si vous avez écouté cette histoire en entier, je veux vous inviter à quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et dites-moi depuis quelle ville vous nous accompagnez, ce que vous avez pensé de cette histoire et ce que vous auriez fait à ma place. Votre participation donne vie à ces histoires. Je vous attends dans les commentaires.